Bonjour les amis, bienvenue dans cette formation-là où on va apprendre encore, approfondir nos connaissances avec le langage Java. Mais en réalité, c'est tout ce qui est comme fondamentaux même en programmation qu'on va apprendre, les structures d'itération, les boucles et autres. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple un peu plus complexe, j'ai envie de dire, qui va regrouper pas mal de choses qu'on aura implémentées pour obtenir un résultat à la fin. Ok, donc c'est parti, je vais juste me débarrasser de ça et afficher le programme en question. Donc voici les instructions qui nous sont demandées. J'agrandis pour que vous voyez bien. Je peux même réduire l'espace. Voilà. D'accord, donc on va faire la multiplication de deux matrices. J'ai écrit en anglais, matrice multiplication. Donc, euh, donc le principe de multiplication de deux matrices, en est censé savoir. Je vais afficher ça quelque part ici. Ouais, j'avais déjà prévu une page pour ça. Voilà, donc ça vraiment, il faudrait avoir déjà eu contact avec les matrices pour savoir comment ça marche. Mais globalement, voici comment est présentée une matrice. Et euh, on fait le produit de la première ligne par les éléments de la deuxième colonne. Ok? Mais c'est pas vraiment ça qui est le plus important, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment les instructions qu'on aura développées à l'intérieur pour faire en sorte que ce programme-là marche, qui sont importants, en fait. Ok. Donc, on va revenir sur nos instructions. Donc, votre programme doit demander à l'utilisateur les dimensions de deux matrices carrées. Donc, les matrices carrées, c'est une matrice qui a vraiment la forme carrée, comme ça on le dit, c'est-à-dire euh, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Voilà, c'est ça. C'est la signification d'une matrice carrée. Oh, beaucoup de pubs sur cette page-là. Je ne savais pas. Attends, voici j'ai un truc sur Wikipédia. Wikipédia, matrice. Ok. Je crois que Wikipédia me donne des trucs en anglais. Donc, voici un français. D'accord, donc ça, vraiment, c'est juste pour commencer. Voilà, je crois que j'aurais dû aller sur Wikipédia. Okay. Donc, on reprend. Donc, on doit demander à l'utilisateur ce qu'on appelle la dimension de la matrice, en fait, des deux matrices, puisqu'on veut multiplier deux matrices. Donc, la dimension, c'est le nombre de lignes. Puisque c'est une matrice carrée, le nombre de lignes sera aussi égal au nombre de colonnes. Donc, on doit demander ça à l'utilisateur et on va lui imposer que cette dimension-là ne soit pas égale à 50. Donc, je vais mettre ça en rouge ici. Ne soit pas supérieure plutôt à 50. Donc, c'est-à-dire que cette dimension-là doit être inférieure à 50. Donc, par exemple, dans notre cas qu'on a ici, attends, je vais sur mon exemple de l'équipe est prêt. Voilà, donc ça, c'est une matrice M fois N. Donc, M, c'est le nombre de lignes et puis N, c'est le nombre de colonnes, ok? Donc, la dimension ici, c'est ça, en fait. Donc, quand on a fait une matrice carrée, la dimension, c'est puisque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Je vais vous prendre un exemple plus bas. Donc, par exemple, ici, attends, je cherche un exemple de matrice carrée. Je pense pas qu'ils ont fait ça. Voilà. En général, on travaille beaucoup avec les matrices carrées. Donc, prenons cette matrice carrée qui est là. Bon, ça, c'est la matrice identitaire. Donc, la dimension ici, ils ont appelé, la dimension, c'est 3 en fait. Voilà, juste pour vous mettre dans le bain. D'accord. Donc, on revient à notre exemple dans nos instructions. Donc, si on a réussi ça, on ne va pas demander à l'utilisateur de nous donner lui-même les valeurs qui sont à l'intérieur de la matrice. OK? Donc, en lieu et place de ça, on va nous-mêmes générer des valeurs et générer des valeurs pour ces différentes, pour ces deux matrices-là. C'est très souvent le cas lorsqu'on fait des algos. On ne veut pas vraiment. Pour faire le test, tu ne dois pas attendre à ce que tu n'as pas tapé, par exemple, si tu as une matrice carrée dot n, dot 5, tu n'as pas tapé 5 fois 5, 25 valeurs pour chaque matrice. Non, non. Tu dois générer ça et puis faire ton test avec ça et puis voir
comment ça évolue, comment ça marche. Donc après, lorsqu'on a fini de générer ça, on va afficher ces matrices-là à l'écran. Ensuite, on va faire la multiplication des deux matrices et puis afficher le résultat. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va nous prendre vraiment beaucoup de temps, qui va nous demander beaucoup de logique. Ok. Ensuite, on va inviter l'utilisateur. On va lui demander est-ce qu'il veut faire une autre opération de multiplication. Ouais, page suivante, j'ai pas de page suivante ici. Ouais, j'avais prévu un exemple, mais je n'ai pas prévu. Ah. Donc, on lui demande ça, et s'il dit oui, donc là, on va lui demander, on va lui entrer yes, Y pour, comment on appelle, on va lui entrer Y pour oui, voilà, et s'il tape autre chose, ça veut dire non, en fait, donc on stoppe le programme. Voilà, donc, voilà, ça fait 6 instructions qu'on doit mettre en place. On va y aller. On va juste copier d'abord les deux premières instructions. Donc, comme on le dit, c'est en Java qu'on code. J'ai déjà ouvert mon environnement de développement ici. Donc, on va créer encore un nouveau projet, fichier, comme d'habitude, ma plateforme est en anglais. C'est ce que je conseille vraiment à tout le monde. De garder son logiciel en anglais, parce qu'on ne sait jamais. File, new, donc, nouveau projet. On va créer un projet Java, ok. Comme d'habitude, on va écrire en anglais. Matrice. On va mettre matrice tout court. Ok. Matrice comme ça. On va quelque chose ici. Ouais, ça c'est bon. Ouais, on va ça. Matrice. Et puis, on va créer finish pour finir. Créer le dossier. Une fois que le dossier est créé, à l'intérieur, on va créer maintenant une classe Java. Donc, on fait cliquer droit encore sur le nom du projet. Nouveau. Classe. D'accord. Donc, au niveau de classe, on doit donner maintenant un nom. On va faire multiply, multiply, matrix, something like that. Et on va juste cocher le public static void main qui est là. C'est en fait le point d'entrée de notre programme, comme on l'avait dit. Donc, si on ne coche pas à l'intérieur, on sera obligé de taper ça nous-mêmes. Donc, il faut faire toujours cocher pour que Eclipse lui-même nous génère ce bout de code là. Donc voilà, Eclipse nous a généré ça. Ici, on peut donner, on peut dire qu'est-ce que notre programme va faire, multiply, tout. Matrix. Ah, je suis en train de me demander même si ça fonctionne que matrice. Ok. Et on va mettre ici variable, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Je viens ici, je copie les deux premières instructions, je viens ici, et on va faire quoi? On va juste mettre les deux instructions ici, comme ça. Ok, donc j'ai 1, j'ai 2. Donc en 1, je crois que c'est toujours bien visible. En 1 ici, on nous demande de créer un programme. Voilà. Donc on va faire ça d'abord. On va demander à l'utilisateur de nous donner la dimension des deux matrices là. Ok. Donc on peut créer une variable qu'on va appeler dim. Ok. C'est un entier. Donc en instance. Java est un langage typé. Donc il faut toujours mettre le type avant le nom de la variable. Donc dimension. Je peux mettre dim. Mais pour être plus clair, je peux mettre cette dimension aussi comme ça. D'accord. Dimension. Et je peux initialiser ça à 0 pour le moment. Mais rappelons-nous qu'on doit demander ça à l'utilisateur. Donc, on a besoin de faire ce on a besoin de prendre un input from user. Ça, c'est mon téléphone qui crépite. Je sens que ça va me distraire. D'accord. Je vais jeter quelque part ici. D'accord. Donc, on doit demander cette dimension-là à l'utilisateur. Input from user. Donc, pour cela, on va écrire un message déjà. On peut faire système pour créer le message, pour faire le print, echo en PHP, comme on appelle le write en JavaScript, tout ça. Ici, on va faire system.out.println. En fait, cette instruction c'est-à-dire la méthode même qui permet de
d'afficher quelque chose dans la console se trouve dans tous ces éléments-là, package, tout ça. On va lui dire bonjour d'abord. Bonjour. On va voir si ça marche d'abord. Et puis on va run ça. On va exécuter ici. Ok, ça marche. Donc bonjour. On va encore lui poser la question. On va demander à l'utilisateur entrer la dimension de la matrice. Donc ça c'est censé marcher. D'accord, maintenant comment on récupère la dimension de la matrice? Donc on a besoin de mettre l'information que l'utilisateur va saisir dans cette variable dimension. Donc pour ça on a besoin d'un package, le package qui gère ça s'appelle import java.util, c'est un scanner en fait. Util.scanner. Comme c'est une classe, ça commence par S majuscule, scanner. Donc dans ce package là, c'est lui qui nous permet de scanner tout ce qui est comme input saisi par l'utilisateur. Tout ce que l'utilisateur va saisir, c'est à l'aide de ce package là qu'on pourra récupérer l'information. Ok, comment ça se fait? Ici, on doit créer un scanner. On doit créer un scanner d'abord, ok? On va créer un scanner. Je pense que tu peux faire ça dans l'ordre. Tu peux faire create. Attendez, je vais augmenter l'écran. Wow. Create scanner. J'espère que c'est pas trop court en fait. Create scanner. Donc, comment on crée le scanner? On doit donner un nom à ce scanner. Mais en Java, comme on le dit, tout est typé. Donc, je vais créer un scanner. C'est une classe scanner. Donc, je mets scanner d'abord. Je dois donner un nom à ce scanner. Je vais l'appeler. Comment j'avais l'habitude d'appeler ça? Carrément oublié. Appelons-le input, ok? On va appeler le scanner input. Input reçoit new. Maintenant, new scanner, c'est une classe dont il faut faire ça. Mais à l'intérieur, c'est quel type de scanner? Il faut préciser le type de scanner. Donc, on fait system.in. Ok. Donc, le system.in, ça permet de dire que ce scanner-là, c'est un type de scanner qui va nous permettre de prendre des inputs à partir du clavier ou bien autre chose. Ok? Donc là, je viens de créer le scanner. Donc ça c'est vraiment, lorsqu'on doit créer un objet d'une classe, c'est vraiment répétitif. Nom de la classe, new, encore le nom de la classe. Ok? Et plus une information qui permet de préciser maintenant quel type de classe il s'agit, quelle est la spécificité dans cette classe-là. Ok? Donc on le verra lorsqu'on va commencer à travailler avec les tableaux. Donc on vient de créer là notre scanner. Comment on l'utilise maintenant? On va lui dire, on va l'utiliser de cette manière-là. Input. Point. Donc ce qui est bien avec Eclipse, il vous donne déjà toutes les méthodes possibles avec explication que chaque objet, chaque classe fait. Ok, donc dans notre cas ici, le input pour pouvoir récupérer. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un entier. Donc si on va faire next integer. Donc ça, vous pouvez voir la description, ça permet de scanner un entier. Donc il y a next bar, il y a next short, il y a next double aussi. Pour permettre de prendre un nombre à virgule, ainsi de suite. Donc dans notre cas ici, c'est un next int. Comme ça. Point virgule. Ok, donc on a ça et on va afficher la valeur. Ok, on va afficher cette dimension là pour savoir est-ce qu'on a bien récupéré. Donc je vais mettre ici dimension égale plus, ça comme en JavaScript. En PHP c'est point, en JavaScript c'est plus pour faire la concaténation, c'est pareil comme en Java. Donc ici plus dimension, something like that. Je crois que j'ai loupé un ici. Voilà, donc ça déjà je vais exécuter ça pour voir ce qu'on obtient. Ok, bonjour, entrez la dimension de votre matrice. Donc là je suis censé taper une valeur, je vais mettre 3. Et puis là, il me dit que la dimension est 3. Donc, ok, on a réussi ce processus-là d'entrée, sortie. Qu'est-ce que je raconte? Cette opération-là pour récupérer l'information, la dimension de la matrice à partir de ce que l'utilisateur va taper. Donc, ça, c'est vraiment le petit 1 là qu'on a réussi comme ça. Mais il y a une autre petite condition, on dit que cette dimension-là doit être inférieure à 50. Ok? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici,
Si l'utilisateur tape par exemple 51, on ne devrait pas accepter cette dimension. On devrait lui demander d'entrer une autre dimension parce que on estime que 50 c'est trop pour notre 50 fois 50 c'est vraiment trop pour notre programme. On va faire la multiplication de deux matrices carrées d'autres 50 c'est trop. Donc comment on réussit ça? En général, ce genre de choses on le fait avec des boucles while. Donc la boucle while c'est la boucle tant que si on veut traduire en français. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici lorsqu'on a récupéré la dimension? D'accord. Je pense qu'on va faire ça de cette manière-là. C'est-à-dire, on récupère la dimension, on a ça dans la variable, et puis on va faire une boucle while pour lui demander, pour checker est-ce que cette dimension est bonne, ok? Donc, comment on compare ça? Dimension inférieure à 50, comme ça. Donc, tant que cette dimension-là est inférieure, non, on ne doit pas faire inférieur, on doit faire supérieur. Tant que cette dimension-là est supérieure à 50, ça veut dire que cette dimension-là n'est pas bonne pour nous, ok? On va dire comme ça, dimension is not good. Ok? Donc, dimension is not good. Donc, tant que cette dimension est... On va lui demander d'entrer encore la même dimension. Donc, on va faire comme ça. On va aller entrer. Pour faire la différence, j'aime entrer une dimension inférieure à 50. Oh, mon clavier en anglais, j'ai pas les accents dessus. Ok, je peux copier ça. Désolé pour cette petite perte de temps. Ah, je ne peux pas faire ça pour tout. Donc, on va encore rescanner. Bon, là, ça c'est l'instanciation de l'outil scanner. On va encore récupérer cette dimension-là et puis la mettre encore dans la même variable. Donc, on va reprendre cette opération-là. OK? Et donc, tant que ça sera supérieur à 50, on va lui demander de ressaisir cette dimension-là. OK? Donc, bon, entrer une dimension, je vais taper 66. Entrer une dimension inférieure à 50, pas bon. Si je tape encore 99, c'est pas bon. Donc, au moment où je vais taper 45 par exemple, ok, ça marche. Donc, on passe à l'étape suivante qui est cette ligne de code là, la ligne 40 ici, pour afficher la dimension qu'on a reçue de l'utilisateur, parce qu'elle a été validée. Ah, donc c'est bon, on a réussi ce petit 1 là, waouh. Déjà, depuis tout ce temps là, c'est juste le point 1 qu'on a réussi. Ok, donc si les conditions ne sont pas remplies, demandez à l'utilisateur une nouvelle dimension. Ah, ok, une nouvelle valeur. Donc, c'est ce que je viens de réussir. On vient de réussir. Comment on vient de réussir ces deux points là? Ok, on passe au point suivant. Générer maintenant des nombres entiers aléatoires avant des 0 à 50 pour remplir les deux matrices. D'accord, je vois. Et puis afficher les deux matrices à l'écran. On va faire ces deux opérations ensemble. Ok, intéressant. Je vais mettre en bas ici encore. Bon, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on doit... Ça nous dit quoi? Ça veut dire qu'on doit remplir des matrices. On a besoin des matrices. Bon, un tableau déjà, on va instancier un tableau rapidement. Donc, on doit créer des variables. On doit créer des variables de type tableau, des arrêts. Maintenant, les matrices, c'est comme des tableaux à deux. C'est des tableaux à plusieurs dimensions. Le thème de dimension est en train de revenir. Donc, je vais aller dans mon exemple ici sur Wikipédia. Donc, on doit... Donc, par exemple, un tableau à une dimension serait cette première ligne-là. Mais lorsqu'on passe à une deuxième dimension, ça veut dire que on a encore, c'est-à-dire, il y a une ligne et il y a des colonnes. Ça, c'est un truc à deux dimensions. Si on passe à trois dimensions, ça devient un peu abstrait. Là, c'est maintenant l'étape. C'est pour ça que c'est maintenant, on rentre dans le domaine de l'espace. En général, de manière géométrique, lorsqu'on a une dimension, c'est une ligne. Lorsque c'est deux dimensions, c'est un plan autonomé, par exemple. Quand c'est trois dimensions, on est dans un plan d'espace. Donc, souvent pas de vecteurs, tout ça. Bon, ça devient trop mathématique pour nous. Donc, on va se limiter à cette compréhension-là du fait que lorsqu'on passe à une matrice, un tableau, un array à deux dimensions, on en fait maintenant en ligne et colonne. Ok. Donc, ici, pour représenter une matrice, on va utiliser un
un tableau à 2 dimensions. Ok, en Java, c'est pas compliqué de faire ça. Voici comment on va instancier un tableau. D'abord, voici comment on instancie un tableau. Donc, table. Donc, on doit lui donner un type. Donc, lorsque tu mets les brackets déjà comme ça veut dire que tu as déjà fait un tableau. Ok? Je vais mettre arrays dash table tableau. En anglais. Donc, là, c'est le type. D'abord, le type. Ok? Type. Ensuite, nom de la variable. Donc, matrice 1. Ensuite, permettez-moi d'écrire mat 1, ok? Mais pas que ça soit trop long. Mat 1. Et puis maintenant, mat 1 reçoit quoi? Maintenant, ça c'est la définition maintenant. Là, on avait donné un nom, tout ça. Maintenant, on va donner des spécificités. Donc, c'est la même chose. C'est integer. Maintenant, ici, crochet, on doit donner la taille maintenant de ce tableau-là. Ok? On doit donner la taille de ce tableau. Donc, dans notre cas ici, on va se servir de la dimension qui a été saisie par l'utilisateur. Parce que l'utilisateur nous a déjà donné, on pouvait mettre 50. On sait que 50, ça allait déjà pouvoir gérer tout. Mais il aurait eu, par exemple, si l'utilisateur a tapé 3 et que nous on avait déjà défini 50. C'est comme si on aurait eu 47 espaces vides. Un truc comme ça. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, il est bien, lorsqu'on a fini d'avoir la dimension, de définir maintenant ce tableau-là à partir de cette dimension-là. Donc, la taille ici, c'est la taille qu'il faut mettre. Donc, on va mettre dimension ici. OK? Voilà. Donc, voici comment on définit un tableau. Oh, il se plein de dimensions. Il se plein de dimensions. J'ai oublié un truc. Class to note. J'ai oublié un truc. Ouais. Il faut mettre new d'abord. Donc, c'est pareil comme ici. Quand on avait fait le scanner, new, maintenant, tu précises qu'est-ce que tu es en train de définir. D'accord, donc, ça c'est math 1. Mais là, en fait, c'est juste un exemple. On vient de faire un truc à une dimension, en fait. Donc, c'est comme si c'est une ligne qui va contenir des valeurs. Donc, c'est comme si c'est la première ligne de notre matrice. OK? La première ligne de notre matrice. Et donc, quand on veut passer à 2 dimensions, en Java, c'est simple. Il faut juste ajouter d'autres crochets encore. Donc, en faisant cela, on est en train de dire qu'on a une dimension, deuxième dimension. Pareil ici, il faut faire la même chose. Puisque on a fait la matrice carrée, donc l'homme de ligne égale à l'homme de colonne. Donc, la première valeur ici, c'est le nombre de lignes, ok? Et donc, la deuxième valeur, c'est le nombre de colonnes. Donc, c'est la même chose. On comme ça. Ok. Donc, ça veut dire que si l'utilisateur a tapé 3, on aura fait une matrice, un tableau, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, voici comment on va définir notre tableau à 2 dimensions pour représenter cette matrice-là. On fait la même chose. On duplique ça comme ça pour avoir notre matrice 2. Ok, donc on a nos 2 matrices. Maintenant, on doit générer des valeurs pour ça. On doit générer des valeurs pour ces 2 matrices-là. Ok, generate value for these 2 matrices. D'accord. Ok, comment on réussit à faire cette génération de generate? Comment on réussit à générer ces 2 valeurs? On va se servir d'un package Java qu'on appelle random. Ok, donc quand vous devez utiliser un package, en réalité des plugins, c'est la même chose, package, plugins. Il y a des petites nuances, mais ici on va se simplifier la vie en considérant que c'est la même chose. Donc, mais en Java on parle de package. Ok, donc java.package.
utilisent. D'autres langages vont parler de plugins, d'autres langages vont parler de librairies. C'est la même chose. On a besoin du package random. Java.util random. Voilà, voici le package. Java.util random. Comment on utilise maintenant? Ok. Là, j'ai envie de faire ça d'une autre manière. On va d'abord donner des valeurs à nos deux tableaux là, par exemple à la première matrice. Mais on va lui donner une valeur fixe. Et puis ensuite, on va voir comment utiliser le package qu'on vient d'importer là pour générer des valeurs. Donc, comment on fait ça? Il faut une boucle for pour ça, ok? Donc, on va prendre une boucle for. Donc, on va prendre i comme ça. I va nous permettre de parcourir chaque ligne. Donc, chaque ligne. Donc, pour i qui reçoit 0, par exemple, i reçoit 0, i plus. Donc, dans la boucle for, ce premier bloc là, c'est l'initialisation de la variable qui va nous permettre de faire l'itération. Ok. Ensuite, donc il y a trois blocs. Hein. Dans le deuxième bloc, c'est la limite. À quel moment on va arrêter de faire l'itération? À quel moment on va sortir de cette boucle for là? Donc on sort de la boucle for lorsque on a atteint la dimension. Donc on va aller par exemple de 0 à... On va aller de 0. Vous savez qu'avec les tableaux, on commence à compter l'index. Le premier index est 0. Donc, si on a fait une matrice de dimension 3, on va aller de 0 à 2. Ok, donc 0, 1, 2. Et comment on va faire l'itération? L'itération, on va incrémenter à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on va ajouter 1. On aurait pu faire un truc comme ça. Je vais montrer ça à un de mes gars il n'y a pas longtemps. Il a cru que ce n'était pas possible. On peut faire i qui reçoit i plus 2. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on va aller de 2 en 2. Donc, il peut y avoir des programmes où tu ne veux pas aller de 1 en 1. Ok? Tu vas aller de 2 en 2, ou bien de 5 en 5, ou bien de 10 en 10. Donc, tu peux définir ça ici. Donc, dans notre cas ici, on veut faire juste une incrémentation, c'est-à-dire qu'on va ajouter 1 à chaque fois. Ok, donc, lorsqu'on a réussi ça, on va maintenant attribuer des valeurs. Donc, comment on accède à une case particulière de notre... Tiens, voir si je peux avoir un exemple ici, parce que je n'avais pas pensé à ça, mais ça devient intéressant de pouvoir expliquer les choses avec un exemple. Array example in Java. Ça devient pratique de pouvoir expliquer ça avec... Est-ce qu'il devrait se trouver un exemple visuel pour moi? Hop, désolé, ils n'ont pas arrivé. Je vais passer en image pour voir. Je prends une image rapidement qui va nous permettre d'expliquer les choses. Voilà. Donc voici, je pense que cette petite image peut nous aider à comprendre un peu. Désolé, je suis en train de vouloir trouver un exemple parce que l'explication qu'il donne me semble maintenant beaucoup trop abstrait. D'accord, donc voici un peu comment on se représente, on va dire comment on va se représenter un tableau à 2 dimensions en Java. Et ça, cet exemple me plaît bien. Cet exemple me plaît bien. Comment je vais agrandir ça? Téléchargeons cette image là. Copier. D'accord, donc je vais mettre l'exemple ici pour qu'on puisse bien voir en fait. Donc, comment on va accéder maintenant à chaque colonne? Voici comment on accède. On se sert toujours des mêmes crochets là. On va préciser l'index qu'on veut. Donc, par exemple, le premier élément, il est l'index 0, c'est-à-dire 0, première ligne, deuxième colonne. Row, c'est ligne, colonne, c'est colonne. Ok. Première ligne, première colonne. Ok.
Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne. Et comme on continue toujours de compter à partir de 0, donc ça fait 0, 1, 2. Donc quand on veut accéder à la dernière colonne, ça fait 2, 2. Donc ça c'est par exemple, on va dire que ça c'est une matrice d'ordre 3, au fait, de dimension 3. Ok? Donc si on a compris un peu ce principe-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc on va écrire le nom de la matrice, par exemple, mat1. Premier crochet pour indiquer la ligne. Donc, on va indiquer la ligne avec I. Maintenant, lorsqu'on est en train de parcourir la ligne, il nous faut préciser aussi la colonne. Donc, on doit créer une deuxième boucle à l'intérieur ici. OK? Je ne fais pas les choses directement pour vous montrer à quel moment la nécessité de faire ces choses-là intervient. Donc, on a besoin de préciser un deuxième ici qu'on va appeler J, c'est-à-dire ici c'est la ligne. Il n'y a que ça en français. Ça devient bizarre. Colonne. Je crois que c'est comme ça. Hein. Donc J. C'est la même manière de faire la boucle. Donc intégrer J reçoit 0, point virgule J. À quel moment on s'arrête? Toujours lorsque on atteint la dimension. Donc si la dimension était différente, si là par exemple le nombre de lignes était différent du nombre de colonnes, on devrait préciser ici le nombre de lignes, ici et le nombre de colonnes ici. Donc ça allait être deux variables séparées. Donc dans notre cas ici les deux sont identiques. Toujours incrémentation, ça fait place 1. D'accord, donc avec juste cet élément là, on vient de préciser qu'on veut l'élément qui a à cette position J et puis plutôt I et J. Donc rappelons que ces différentes variables I et J là vont changer des valeurs au fur et à mesure que on fait les itérations dans ces deux boucles là. Ok? Donc ça, il faudra le placer à l'intérieur de cette boucle ici pour avoir accès effectivement à cette variable J. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre à l'intérieur. On va mettre 1 à l'intérieur. Ok? On va mettre 1 à l'intérieur. Ça, c'est juste pour les tests sur matrice 1. Juste pour voir est-ce qu'on arrive à bien donner des valeurs, ok, à chaque case de notre matrice. Maintenant, on va chercher à imprimer cette matrice à toujours de la même manière. Système.print. Print.ln. Ça, c'est la partie. Ça, c'est la partie affichée à l'écran. Système.arithmetic.ln. Maintenant, on veut afficher cette matrice. On va utiliser un package. Donc, un package array to string. Comme ça. Mat1. Donc, ce package array là nous permet de. On a accès à cette méthode to string là qui nous permet d'afficher, de convertir ces différentes cases là en ligne au fait. Pour pouvoir afficher ça sans problème. Donc, normalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il va importer. Vous voyez qu'il y a eu cet import là, c'était pas là avant. C'est venu automatiquement. C'est Eclipse qui a fait ça pour nous. Il a importé ce package array là. Mais je sais pas, on va voir comment est-ce que ça se présente. Si c'est pas trop joli, on va faire l'impression nous-mêmes ligne par ligne. Prenons un truc de dimension 3. Oh, ça c'est vraiment pas joli. Qu'est-ce qu'il m'a donné? D'accord, je vois ce qu'il a fait. Waouh, je vois ce qu'il a fait. Je vois ce qu'il a fait. Je savais pas que ça se comportait comme ça. D'accord. Donc, dimension 3 et à l'intérieur de chaque dimension. D'accord. Donc, ce que vous voyez afficher là, c'est ce qu'on appelle, c'est comme la signature du point mémoire où se trouve cette variable-là. Donc, à l'intérieur du tableau, comme à l'intérieur, il y a plusieurs autres tableaux, tableaux à deux dimensions. C'est comme si chaque tableau contient un tableau. Donc, c'est pour ça qu'on a cet affichage qui est là. Mais il n'est pas joli, il n'est pas présentable. Donc, je vais me débarrasser de ça. C'est parce que j'ai fait juste un test, mais ça ne convient pas. Nous, on veut un truc. On veut un truc de ce genre-là. On veut un truc, ouais, on veut un truc comme ça, en fait. On veut bien afficher notre matrice de cette manière-là. D'accord. On va essayer d'écrire et de faire quelque chose. Ça risque de ne pas être trop joli, mais... Donc, on va faire un truc comme ça, affichage. Là, on n'est même pas encore au niveau de la multiplication, et ça, c'est juste donner des valeurs et puis
afficher les résultats. Vous voyez déjà le travail qu'on est en train de faire. Affichage du tableau. Là, ils sont en train de mettre l'affichage du tableau. Print the table. Comment je vais réussir ça? Je dois me servir des deux boucles encore qui sont ici. Donc, je récupère ces deux boucles-là. Et pour lorsque je suis ici, j'ai affaire à une ligne, ok? Donc, je vais afficher les éléments de cette ligne-là. J'ai perdu mon point LN. Désolé, je suis un peu lazy. Donc, pour chaque élément, on doit arriver à faire on doit arriver à faire la différence entre le print ln et puis le print tout court. On va voir cette différence tout à l'heure. Donc, prenons le print ln d'abord, celui qui est le plus commun. Donc, on va afficher les éléments de mat1. Non, on va faire mat1. Comme ça, crochet 0. Crochet IJ, pardonnez, crochet IJ. Je mets un peu d'espace pour que ça soit beaucoup plus lisible. Donc, faisons ça, voyons voir ce que ça donne. Donc, on dit dimension toujours, dimension de la matrice 3. Ok, donc, il nous a affiché les 1, 1 là. Bon, on se rend compte qu'il a tout mis. Quand il finit d'afficher un élément, il passe à la prochaine ligne. C'est pas ce que l'on veut. On veut qu'il affiche les éléments de la première ligne sur la même j'ai envie de dire sur la même ligne. Ça devient répétitif. Donc pour cela, il ne faut pas utiliser le println. Non, on va se débarrasser du println de cette manière-là. On va faire ça. Et lorsqu'on fait ça, on va se rendre compte que il affiche tout sur la même ligne, sans espace. Il ne va jamais à la ligne. À quel moment on doit aller à la ligne? On doit aller à la ligne lorsqu'on a fini avec une colonne, n'est-ce pas? Lorsqu'on a fini plutôt avec une ligne. Donc, on a fini avec une ligne ici. Donc, on va faire un système ici. On va faire un retour à la ligne. Donc, voici comment on fait le retour à la ligne. Système.out. Moi, je préfère faire ça de cette manière-là. Print ln. On fait un retour à la ligne. Et ici, on va mettre un espace. Donc, après avoir affiché un élément, il faudrait mettre un espace. Donc, on fait plus espace. Comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne déjà. Matrice 4, par exemple. Ok, c'est déjà beau. Ok, c'est déjà beau. Donc, on a ici, on a 1, 2, 3, voilà. Donc là, on arrive à afficher les éléments de notre matrice. On doit faire ça pour la matrice 2, n'est-ce pas? On doit afficher aussi la matrice 2. Okay. On va afficher aussi pour la matrice 2. Et puis ensuite, on va parler un peu de fonctions. D'accord, donc ici, achat du tableau, j'ai fait un retour à la ligne ici, ok. Donc pour afficher pour la matrice 2, je vais recopier ce code-là. Donc après, on va voir comment on va créer une fonction à laquelle on va transmettre une matrice et puis la fonction ne va juste faire qu'afficher la matrice. Donc ça va nous éviter de répéter ce même code-là plusieurs fois. Donc si on a affaire à 4-5 matrices, on n'aura pas 5 blocs de code pour afficher la matrice. Juste une fonction qu'on va appeler. Bon, ici, on a affaire à la matrice 2. Donc, je change juste le nom de la matrice. Et ça devrait être le même principe. On va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Matrice dimension 5. Donc, on voit que pour la matrice, j'agrandis un peu. La matrice 1, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la matrice 1. La matrice 2, il a mis 0, 0, 0. Effectivement, parce que on n'a pas donné de valeur à cette matrice 2 là. Ok, donc c'est pour cette matrice 2 là qu'on va essayer de voir comment réussir. Je fais ceci. Après l'affichage d'une matrice, il est bien de faire un retour à la ligne. Donc après, ici, printing matrice tout. Comme ça, hop. Printing. Donc, à ce niveau, maintenant, on doit maintenant utiliser notre package random maintenant. C'est là qu'on va utiliser le package random pour générer des valeurs différentes.
ok? Donc, on doit le faire ici. Là où on attribue les valeurs. Voici où on attribue les valeurs à notre matrice. J'ai réduit un peu plus haut. Voici où on attribue les valeurs à notre matrice, n'est-ce pas? Donc, on doit utiliser random. Donc, à la place de ce 1, on doit utiliser random. Comment utiliser random? On a importé le package. On doit créer une instance random. C'est une classe. Donc, pareil comme scanner. Scanner, c'est une classe. Donc, lorsqu'on importe le scanner, on doit créer maintenant un objet, une instance de cette classe-là. Donc, ici, à ce niveau ici, on va dire create random object. Comme ça. OK? Donc, on va donner un nom à ce random. En général, on fait RD. Mais je vais être un peu plus explicite pour dire random. Comme d'habitude, j'ai failli faire l'erreur. Il faut toujours donner le type de la variable. Donc ici, notre type, c'est random. OK? Nom de la variable, random en minuscule. New, c'est une classe. Donc new, nom de la classe, random. Je crois que c'est ça. Je suis en train d'oublier ça. New random. Ok, new random comme ça. Voilà. Là, on a fini. On vient de créer notre random object pour générer des valeurs. Maintenant, comment on va l'utiliser? À ce niveau ici, où on génère des valeurs pour mat1, matrice 1, on va dire random. Qu'elle nous dit une instruction? L'instruction nous dit qu'il faut générer des valeurs qui partent de 0 à 50. Ok, pas compliqué. Donc, de 0 à 50, on fait random. Point, on va appeler une fonction à l'intérieur de... On va appeler une fonction à l'intérieur de ce random. Et la fonction, comme elle puisqu'on veut des entiers, c'est next int. Donc, vous voyez ici, hein, il y a next int, next boolean, float, tout ça. Donc, ça permet de générer des nombres de ce type-là. Comme ici, nous, on veut entier, nous, on fait next int. D'accord? Et il faut donner ce qu'on appelle le bound. Vous voyez ici, bound, c'est la limite, au fait. Il doit commencer à partir de quoi? Si on regarde la doc ici, est-ce que je peux lire la doc ici? Pas le temps. Mais on va donner la limite. À quel nombre on veut qu'il s'arrête? C'est comme dans notre cas. Donc, il va générer des nombres en partant de 0 à 50. C'est bon? Puisqu'on a dit entier, on va partir de 0 à 50. Bon, ça va nous permettre comment on appelle, de réussir, de satisfaire cette instruction qui a été demandée là. OK? On fait des requirements. Wow. OK, donc, on est en train de faire ça. Voyons voir ce que ça donne. Donc, ici, on a notre random ici qui génère des valeurs. Voyons voir ce que ça donne. Dimension 3, entrée. D'accord, pas mal. Donc, ici, on voit que il nous a généré des nombres. C'est un peu bizarre, c'est un peu mal placé. Mais, première colonne voici, deuxième colonne voici, troisième colonne. OK? On pouvait même gérer ça, mais on va pas se charger avec toutes ces instructions. OK, faisons ça maintenant pour la matrice 2. Donc, pareil, generate value for two matrice. On peut faire ça comme ça. On pouvait même créer encore une fonction pour ça aussi. Matrice 2, donc c'est mat2 ici, mat2. OK? C'est tout. Donc, mat2, on aura les valeurs aussi. Puis, je peux générer comme ça. Dimension 4. OK? Donc, vous voyez que première matrice, on a ces valeurs qui sont là. Des trucs aléatoires à l'intérieur. Deuxième matrice, on a ça. D'accord. Maintenant, mais on va aller jusqu'à 10, ok? On va voir ce que ça donne. On va aller jusqu'à 9. Pour ne pas avoir, faut juste avoir des nombres avec un seul digit. Juste pour nos tests, au fait. Donc, je prends 5, entrée. D'accord. Donc, c'est la deuxième matrice qui va changer. D'accord, c'est propre. Donc, on va juste se limiter à 9. Pour le moment, hein,
Ok. Donc, on vient de réussir ça. On vient de réussir ces deux-là, on affiche à l'écran. Donc, maintenant, on doit passer à cette instruction-là. On doit multiplier les deux matrices. Mais à vrai dire, on a déjà fait le plus dur. Le plus dur a été déjà fait. Pour multiplier les deux matrices, il faut juste comprendre le principe de multiplication. Donc, que j'avais déjà préparé pour nous ici. Voici comment on multiplie deux matrices. Donc, le produit de deux matrices, on fait, pour connaître l'élément, par exemple, l'élément là, à cette première position là, le 19 qui est là, on l'obtient en multipliant, en faisant l'addition, on appelle ça le dot product, en faisant l'addition du produit de la première ligne par la deuxième colonne. Donc, vous voyez qu'ils ont fait 1 fois 5 ici, plus 2 fois 7. Donc, produit, première ligne, deuxième colonne. Or, on sait déjà comment on fait le parcours d'une matrice, comment on parcourt les lignes et les colonnes. Donc, on va juste devoir faire juste une multiplication et puis c'est tout. D'accord? Mais on a besoin de stocker ces résultats-là dans une autre matrice. Donc, on a encore créé une autre variable pour ça. OK? Donc, quelque part ici où j'ai créé mes matrices, je peux créer ma matrice résultat que je vais appeler math product. Ok, donc on va appeler cette matrice là math product. New dimension. C'est la même chose. Lorsque on a affaire à des matrices carrées, le produit des deux matrices carrées donne une matrice qui a les mêmes dimensions. Donc on n'a pas besoin de se compliquer la vie ici pour chercher les dimensions. Sinon en réalité le produit des deux matrices, ça donne, vous allez voir ça, on va voir ça ici, ça donne une matrice dont le nombre de lignes, ok, dont le nombre de lignes est égal au nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes est égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice. Voilà, cet exemple-là nous en parle plus. Donc ici, on a une matrice, cette première matrice qui est là, vous voyez, j'espère, qui a deux lignes, ok, et la deuxième matrice a deux colonnes. Donc, la matrice résultat, c'est une matrice dont le nombre de lignes est égal à 2 et le nombre de colonnes est égal à 2. Donc, résultat de la matrice, du produit de deux matrices, nombre de lignes de la première matrice et nombre de colonnes de la deuxième matrice. Mais comme on l'a dit, quand on a fait des matrices carrées, c'est le même nombre. Si c'est 3, on obtient une matrice d'autres 3 aussi. Ok, une fois qu'on a compris ce principe, on va faire maintenant cette multiplication-là. C'est le même parcours, c'est la même manière de traverser, ok, en anglais on parle de traversing, la même manière de traverser chaque valeur dans notre matrice. Donc je vais faire ça ici comme ça. Product of the matrix. Ok. Comment on réussit ça? J'ai mes devoirs. On doit parcourir, donc on doit traverser. Mais cette fois-ci, on ne fait pas l'impression. Ok. On ne va pas afficher le résultat à l'écran. On va plutôt faire le produit. D'accord? On n'affiche pas les résultats. On n'a pas besoin de faire tout ça. On parcourt juste. Et on va faire le produit. D'accord? Je me débarrasse de ça. Donc, on fait le produit de quoi? D'accord, donc on va essayer de comprendre comment se fait à proprement parler cette multiplication-là. J'avais préparé un lien, je crois que c'est dans mon PowerPoint ici. Ouais, ici, ok. Donc, on va aller sur ce lien-là pour voir. On a cette vue, cet exemple ici pratique. On va voir en termes de formule. Je crois que je vais remplacer cette fenêtre-là. Ok, on va voir en termes de formule. Qu'est-ce que ça nous donne? D'accord. Donc là même, ça nous permet de tester aussi. Hein. Je crois qu'ils ont un truc intéressant ici. Mais on va voir la formule. Donc voici, lorsqu'on veut multiplier deux matrices carrées de 3, voici la formule en réalité. Voici comment ça se présente. A1, A2. Il y a un pattern. On remarque que, par exemple, pour ce premier élément qui est ici, là, voici le premier élément de la matrice résultat. On prend la première ligne. Donc cette première ligne est matérialisée par ce 1 qui est ici, là. 1, 1. Ok, A1, A1, 3, A1, 1, A1, 2, A1, 3.
Donc le 1 est constant. Et comme on multiplie par la deuxième colonne, vous allez voir que l'index des colonnes est constant pour le B ici. Donc 1 ici reste constant. Ici aussi pareil. Ok? Ici aussi pareil. Donc en fait c'est ça, c'est le principe qui est là. Je crois que j'ai la formule en bas même encore. Ok, donc voici. Pour un élément CIJ, le CIJ en réalité ça peut être ça, c'est un élément de la matrice résultat. Donc la formule c'est quoi? AI est constant lorsqu'on est sur la ligne I est constant. Ensuite, ce qui varie, c'est ce 1 qui est là. Donc on passe de 1, on voit qu'il y a 1, 2, ok, jusqu'à P. Donc on varie euh, pour l'élément pour la ligne, on varie la colonne, ok. Donc pour la ligne, quand on est sur la ligne, c'est la colonne qu'on varie. Quand on est sur la colonne, c'est les lignes qu'on varie au fait. Donc je vous invite à regarder ça de près. Je vais mettre ce lien là dans la description. Mais c'est le principe qui est là. Ok, comment on matérialise ça maintenant? Alors on voit ce que ça donne. Si je copie cette formule là ici, que je la colle ici, pour qu'on puisse implémenter. Waouh, c'est... Ah, désolé, c'est pas joli. Je peux faire quelque chose comme ça. Bizarrement, quand on va dans Notepad d'abord, c'est vraiment pas joli, désolé. Pas une bonne idée. D'accord. Bon, on a compris le principe, hein. Donc, on va matérialiser ça ici. Donc, en réalité, on doit affecter chaque index des valeurs dans chaque index de notre matrice résultat. Donc, c'est pas ce mat2 dont on a besoin. Je vais le laisser là d'abord. Mais la matrice résultat dont on a besoin. Donc, la matrice résultat, on l'avait appelée matprod. Si vous vous rappelez. OK? On l'avait appelé matprod. Et donc, ce parcours qu'on fait ici, là, c'est chaque index de notre matrice résultat qu'il faut parcourir. OK? Chaque index, par exemple, ici, chaque index, chaque position de notre matrice résultat. C'est ça qu'il faut parcourir. D'accord? Donc, non, c'est ça qu'on est en train de parcourir comme ça. Donc, en faisant IJ. D'accord? Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Donc, dans la formule, on remarque qu'on a fait une somme. À chaque fois, ce qui est fait ici, c'est une somme. Donc, même si je prends ma formule ici, c'est une somme qui est faite, vous voyez, il y a une somme. Donc, on va faire une somme ici. Donc, pour ça, on va initialiser. On va initialiser une variable qu'on va appeler somme. On va initialiser ça à 0. Et on a dit, à chaque fois, on fait varier un élément ici. On le fait varier pour les colonnes, pour les lignes et pour les colonnes, ok? D'accord. Donc, on a fait mat 1. On a fait cette somme, désolé, je vais faire cette somme là séparément. Ok, on va faire cette somme là. Donc, admettons qu'on a fini de calculer la somme, on l'affecte ici, ok? Maintenant, on va calculer cette somme là ici. Donc, somme reçoit quoi? Qu'est-ce que cette somme reçoit? Donc, je peux faire plus égal pour dire qu'on prend la somme elle-même qu'on va additionner au résultat qu'on aura, cette expression qu'on a ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura ici? On a fait le produit de deux matrices, mat1 multiplié par mat2, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on prend au niveau de mat1? Au niveau de mat1, sur la formule, ce qui reste constant, c'est la ligne. Donc, I reste constant ici, ok? Et on a besoin de quelque chose pour faire varier cet élément-là. Donc, cette variation-là, on va la faire dans notre boucle. Ok? On va prendre une autre variable qu'on va appeler X par exemple. Donc, qu'est-ce que ça, 0, et on varie, on incrémente jusqu'à quel niveau? On incrémente jusqu'à ce qu'on s'arrête à notre dimension. Donc, sur dans cette formule ici, ce P qui est là, vous voyez qu'il y a I, AIP, ce P qui est là, en fait, c'est la limite. Donc, comme on est dans une matrice carrée, ça correspond à notre dimension ici. Ok. Donc, I reçoit, donc on s'arrête à quel moment? À quel moment on s'arrête? Lorsqu'on est inférieur à la dimension. Désolé, j'ai écrit I. C'est plutôt X. On a pris une autre variable. On est obligé de prendre une autre variable parce qu'on a déjà initialisé I ici au fait. Donc, si on prend I ici, il y aurait une erreur. Regardez, si je prends ici, écrit I ici, vous allez voir que même on aurait une erreur ici. On a dit duplicate local variable I. Ok? Donc, ça veut dire qu'on est en train de créer encore une autre variable de même nom, alors qu'elle avait déjà été créée. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une autre variable pour se faire. Donc, comme ça.
Ah, ok. Puisque c'est une seule instruction dont j'ai besoin, j'ai même pas besoin de que je dois écrire, j'ai pas besoin de mettre les accolades. Donc on peut laisser ça comme ça, c'est parfaitement parfait. Donc somme reçoit s'additionne à lui-même avec le résultat qui est ici. Donc la colonne est constante. Ce qu'on fait varier ici, c'est x, on fait varier ça. Pour math 2, comme on est sur la même colonne, ok, on est sur la même colonne, donc c'est la colonne qui est constante. Donc je rappelle, on a une matrice d'un tableau à deux dimensions. Donc le premier index, celui qui est ici, c'est pour les lignes. Et celui le deuxième, c'est pour les colonnes. Donc si un élément doit être constant, c'est celui des lignes. Et on prend J pour ça, puisque c'est J qui correspond effectivement à chaque colonne qu'on est en train de parcourir. D'accord? Ah, voilà. C'est vrai que ça fait réfléchir un peu, mais il faudrait faire des calculs, faire des exemples de calculs de matrices, de produits de matrices, pour bien comprendre ça et puis après venir implémenter ça en programme. Voilà. Sinon, sur le coup, ça peut ne pas être facile à comprendre. Ok. Euh, D'accord. Donc, normalement, là, avec ce qu'on vient de faire, on arrive à trouver la somme des valeurs de chaque index de notre matrice résultat, et c'est ce qu'on met ici, de cette manière-là. Ça devrait être propre. Ça devrait marcher. Pour voir si ça marche effectivement, je crois qu'on va encore afficher. On va encore afficher notre matrice résultat. Je vais afficher la matrice résultat, m'assurer que ça marche bien. Ensuite, on va créer une fonction pour les choses qui se répètent dans notre programme. Après ça, on va répondre au dernier point des requirements. Désolé, j'arrive pas à retrouver ce mot-là. Donc, print matrice result, printing, result, un truc comme ça. Ok, donc, tout ce qui change, c'est math product ici, comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, ça nous a affiché la matrice résultat. C'est simple que ça. Voyons voir. On va prendre dimension. Allons à dimension 2 pour ne pas trop se fatiguer dans les calculs. Ok. Donc, dimension 2, par exemple, ce premier index qui est là, le résultat du calcul, c'est quoi normalement? Je vais mettre ça ici. Hein, par exemple, pour le résultat 2 qui est ici, donc 2 serait égal à quoi? Normalement, on prend la première ligne qui est là, donc 2, 1, donc on fait 2 multiplié par, sur la première, et puis multiplié par la première colonne par 0, plus 1 fois, désolé, 1 ici, 1 multiplié par la première ligne ici, non, multiplié par le deuxième élément de la première colonne, qui est 2. Donc ça, effectivement, ça nous donne, ça fait 0, ça fait 2. Voyons voir comment on obtient ce 110 qui est là. Ok. Ok, donc je pense que ça doit être ça, je crois que c'est ça. Mais à vue d'œil, je vois déjà que ça va pas atteindre les 110. On va pas atteindre les 110. Donc il y a un problème dans le calcul qui est fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir la formule. D'accord, une grosse erreur s'est produite. Là, lorsqu'on fait le calcul de la somme, à chaque fois on ajoute à la somme précédente. Et puisqu'on calcule la valeur pour chaque index à chaque fois, ok, à chaque fois, donc il faudrait remettre cette somme-là à 0. Donc il faudrait remettre la somme-là à 0 quelque part ici. Donc à chaque fois on refait le calcul. On ne prend pas l'ancienne valeur. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne valeur était ajoutée au calcul de la prochaine valeur, ce qui n'est pas correct. D'accord? Donc on va tester ça encore. Sans se plaindre de quelque chose. Ouais, c'est vrai. Désolé. Le problème, c'est que quand on va générer, on ne va plus obtenir ces mêmes valeurs-là encore. Testons voir. Donne-nous quelque chose de simple, je t'en prie. On ne veut pas se fatiguer. D'accord, 17. Bon, on va tout ça avec quoi je vais juste tester, au lieu de vouloir prendre le temps à faire ça, je vais juste tester ça avec un truc en ligne, en fait. Voyons voir si je peux. Je crois qu'on avait déjà. Ouais, ça par exemple, ceci, on peut faire un test ici. D'accord.
Donc, ce que je vais faire, je vais réduire ça à ça. On va avoir ça à côté. Si ça c'est bon, tout est bon en Sketch. D'accord, donc on a 6 et 1. Je pense qu'on ne devrait plus avoir de problème. 5. D'accord, ici on a 5, 1, A. Nos valeurs sont sensiblement égales à celles-là. Et 4. Ok, calculons ça. Détail des calculs par exemple aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on obtient? Ouais, ça marche. Donc, avec les détails des calculs, on arrive à voir clairement ce qui a été fait. Donc, pour chaque partie, c'est ce qui est là, en fait. Donc, on fait 6 fois 5 plus 1 fois 1, des choses comme ça. Donc, ça nous donne effectivement le résultat qu'on a ici, 31, 10, 28, 17. Donc, on peut faire ce test avec des valeurs plus grandes. Vous pouvez passer à une dimension 3, 4, 5, ça dépend de vous, selon votre temps. Mais je pense qu'on a réussi à implémenter le produit des deux matrices. Ok. La dernière instruction, c'est de demander. On va demander à l'utilisateur ce qu'il veut répondre à cette opération. Et s'il clique sur oui, s'il fait yes, on doit pouvoir le ramener. On va le ramener en haut ici, tout en haut du début du programme, et lui poser toutes ces questions-là encore. D'accord. Le code devient long. Je pense qu'avant de faire ça, on va essayer de simplifier le code un peu d'abord. Ok? Donc on va créer des fonctions. D'accord. Donc j'ai cette fonction. Le point d'entrée est lui-même une fonction. Donc j'ai besoin d'une autre fonction. Comment on déclare une fonction? Un truc, on fait function to for printing the matrice. On crée une fonction qui permet d'afficher une matrice. Ok. Comment on déclare la fonction? Il faut lui donner. On va regarder ce pattern qui est déjà là, ce schéma qui est déjà là. Quel est son niveau d'accessibilité? La fonction doit être publique, pour qu'elle puisse être appelée par d'autres trucs, pour qu'elle puisse être visible. Ça doit être une fonction statique, pour qu'elle puisse être appelée sans qu'on ait à instancier un objet de la classe, parce que tout est classe en Java. Donc, notre programme qui est là lui-même une classe. Donc, le fait de me dire ça, que ça c'est statique, on est capable d'appeler cette fonction-là sans être obligé de mettre multiply, matrice, point. Ok, ouais, de quoi il parle. Ensuite, void ici, c'est la valeur que doit retenir notre fonction. Ok? Donc, c'est accessibility. Est-ce que c'est statique ou non statique? Maintenant, la valeur que va retenir. C'est void ici dans notre cas parce qu'on veut juste afficher quelque chose dans la console. On ne veut pas retourner une valeur, on ne veut pas retourner un entier ni un tableau. On veut juste afficher quelque chose dans la console. Donc, void. Et maintenant, là, c'est le nom de la fonction. Print math. On va appeler ça print math. Et cette fonction-là doit prendre des paramètres, ok? Qu'est-ce que notre fonction reçoit en paramètres? Notre fonction va recevoir une matrice en paramètres, ok? Donc, les matrices avec lesquelles on travaille sont les matrices à 2 dimensions. Donc, on va juste faire un truc comme ça. Et on doit donner un nom à cette, comment on appelle, à cette variable-là. Je peux appeler ça math tout court, ok? On va appeler ça math tout court. Donc, on a déjà le code pour réussir à afficher. On a déjà ce code-là, donc on va pas vraiment se fatiguer. On va juste prendre le code d'affichage. Je vais prendre ça par exemple. Ok. D'accord. On a un truc comme ça. Ici, on n'a pas dimension, on n'a pas la dimension. Mais ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a accès à math? Donc, le nombre de lignes d'une matrice, le nombre de lignes, c'est... ça, il faut que je me rappelle ça. Le nombre de lignes, on va accéder à ça par length, ok? Donc, on va prendre la matrice elle-même et chercher à savoir laquelle longueur. Comme ça nous donne le nombre de lignes, ok?
Maintenant, pour les colonnes, c'est bien de choisir une ligne et de prendre le nombre d'éléments dans cette première ligne-là. Donc, on fait mat, crochet 0, point, length. Petite nuance à ce niveau-là. Et notre matrice s'appelait mat. Ok, super, super. Donc, voici ce qu'on a. Ok, donc je pense que avec ça, on est bon. On va juste faire un petit retour à la ligne lorsqu'on finit d'afficher toute la matrice ici. Donc on a notre première fonction qui permet d'afficher une matrice, printMat. Donc si c'est bon, on va remplacer notre fonction. On va remplacer... Attendez, hein. Réduire un peu encore. Donc ici on crée l'objet, on crée la dimension, on fait l'initialisation de la première matrice. D'accord, ensuite on fait... Ok, l'affichage. On va remplacer ça par là. On va remplacer ça. On va remplacer tout ce code là par l'appel de notre fonction et puis on va les transmettre mat1. On voit comment ça a considérablement réduit. Je vais mettre un titre ici pour dire matrice 1. Comme ça. Ok, donc on a fait la même chose pour la matrice 2. Pas obligé de mettre l'espace qu'elle a puisqu'on a déjà une ligne qui fait l'espace dans l'affichage de la matrice. Donc ici on affiche matrice 1, printing matrice 1, matrice 2. Je crois que je vais être un peu... On va tout faire en anglais, désolé. On va tout faire en anglais. Printing matrice 1, printing matrice 2. D'accord. Ici c'est le produit des deux matrices. On pourrait même créer une fonction qui reçoit deux matrices, faire le produit et ramène et retourne le résultat de la matrice, du produit des deux matrices. C'est possible. Peut-être une autre vidéo, pas pour celle-là. C'est trop long. Qu'est-ce qu'on va ajouter encore? Ici aussi on affiche la matrice, donc on affiche la matrice résultat. Donc je vais remplacer ça et mettre mat product, matrice résultat. Comme ça. Ok, là on devrait être bon. On devrait être bon à ce niveau ici. On devrait être bon. On devrait être bon. On va voir si tout ça marche. 3. Ok, donc ça marche. Ok, c'est bon. On fait un deuxième test encore avec le site. Juste pour s'assurer que c'est bon de faire 2 ou 3 tests. Changer même des dimensions. Ça vous permet de pouvoir déceler des problèmes. Faut pas se dire que son code est trop parfait au fait. 6. 7. 6. 8. Je ne m'attendais pas à ce que ça nous prenne autant de temps. 5. Avec les explications, c'est toujours comme ça. Il faut toujours ajouter au moins 30 minutes par rapport au temps que tu avais prévu. Ok, donc 7, 7, 8, 2, 1, 4. Si je ne me suis pas trompé, quelque part, on devrait avoir le même résultat. Oh là. Là, on a les détails du calcul. Je vais décocher ça pour ce dernier test. On voit que ça marche. 70, 53, 31, 6, 30, 24, 69, 48, 77. Donc, vous pouvez imaginer un peu à quoi ressemble le code qui est derrière ce bouton calculer produit là. Ok? Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça qu'on a implémenté. Donc, c'est ça, c'est le code qui est derrière là. Ok, c'est super. Donc, on arrive à bien faire ce travail. Ok, maintenant, comment on fait pour demander à l'utilisateur ce qu'il veut continuer ou pas? Donc, en général, ce genre de choses, on le fait avec une boucle tant que
Donc c'était pareil comme ce qu'on a fait. Oh, désolé. C'était pareil comme ce qu'on a fait ici. On lui a dit, on lui a demandé à chaque fois de ressaisir la dimension lorsqu'elle n'était pas, elle n'avait pas une valeur qui nous convenait. Donc on va se servir aussi d'une boucle while, mais cette fois-ci, il faudrait que lorsqu'on demande à l'utilisateur, on puisse revenir au point de départ. D'accord. Donc voici la stratégie pour ce genre de choses. Euh, on va tout englober dans une boucle tant que, ok? Tout ce principe de calcul là, on va tout englober dans une boucle tant que. On va tout englober dans une boucle tant que. On va juste euh, faire un truc comme ça. Ça c'est le début du programme. On va tout mettre dans une boucle tant que while. Donc tant que et puis on va créer une variable qu'on va appeler answer, ok? On va dire que c'est des types caractères par exemple. Caractère answer, ok? Reçoit yes. Je vais vous expliquer pourquoi il met ça yes. Il met ça yes parce que ici on va tester. Est-ce que answer est égal à yes à y? Si answer est égal à y, là c'est y en majuscule. Hein. On mettre en minuscule parce que on peut gérer même les deux cas, mais bon, on va pas se fatiguer ici. Donc tant que y, tant que le answer, c'est-à-dire la réponse est égale à y, alors on va rentrer dans cette boucle tant que ici. Donc puisqu'on veut que ça englobe tout ce programme qui est là, puisque c'est tout ce programme là qu'on va répéter à chaque fois. Souvenez-vous, à chaque fois, si l'utilisateur entre une autre dimension, on doit créer d'autres tableaux, d'autres dimensions. Ok? Donc c'est tout ça qu'il va falloir venir mettre à l'intérieur des tant que ici. Donc vous voyez que tant que cette boucle while là, elle va englober start. Calculation, something like that. Donc à chaque fois c'est ce qu'il va faire. Maintenant on doit demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut qu'on reprenne cette opération là. Donc on le fait à la fin de la boucle. Ok? Donc on se rappelle, on a besoin pour prendre l'input, on a besoin d'un scanner. On a déjà défini notre scanner. Ok? Donc on va lui poser cette question. Après avoir affiché le résultat, on va lui poser une autre question. Ok? On va lui dire voulez-vous prendre le calcul? Voulez-vous répondre le calcul? Et on va récupérer sa réponse dans notre variable answer. Donc answer reçoit notre scanner qui est input. Ok? Désolé. Lex. Maintenant, lorsqu'on a besoin de récupérer un caractère, c'est un peu différent. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Non. On va dire next line. Ok? Next line. Comme ça. On va enregistrer ça. Voyons voir si je peux faire cocher 0. Ça donne quoi? Non, c'est pas bon. Là, pour s'en sortir, en fait, c'est parce que next line ramène un string. Next line ramène un string et notre answer de type caractère. Mais je pense qu'il est bon de définir notre answer de type. On va faire ça en type string. On peut gérer ça des deux manières, mais je pense que type string, ça va nous donner plus de flexibilité. Et là, puisqu'on a dit type string, on a obligé de faire ça avec deux codes comme ça. Pareil ici, comme ça. Lorsqu'on met une cote, ça signifie que c'est un caractère. Maintenant, puisqu'on a changé le type de notre answer, on a dit que c'est de type string. En général, les answers de ces gens
C'est soit integer, soit string, parce que l'utilisateur peut taper plusieurs choses. Ouais, je pense que string est bon. String est bon, donc ça résout notre problème ici. Voilà. Si on voulait forcément que ça soit un caractère, on aurait pu récupérer, comment on l'appelle, on aurait pu récupérer la réponse en string et puis juste prendre le premier index de cette réponse en string là. Ça allait correspondre à un caractère ou bien carrément convertir cette chaîne de caractères en un seul caractère. Ça aurait pu gérer le problème. Mais j'ai pas voulu qu'on fasse tous ces tralala là, mettons ton string et on est ok. Ah, ok, je pense que c'est bon, hein. On va tester encore une fois de plus. Donc on demande à l'utilisateur d'entrer une dimension. Il va choisir 2 pour le premier calcul. Le calcul est fait, donc ça c'était déjà prouvé que c'est bon. Matrice 1, matrice 2, matrice résultat. Voulez-vous répondre le calcul? Il va répondre oui en mettant Y. Attention, quelque chose ne va pas. J'ai un problème ici. Ok, j'ai un problème ici, je sais pas pourquoi. D'accord. Waouh, c'est super. Je me rappelle de ce problème. En fait, on n'a pas la possibilité de saisir. Si vous voyez bien, on n'a pas la possibilité de saisir quelque chose. Malgré qu'on a mis un scanner. En réalité, ce qui se passe... Attendez que j'arrête ça. Ce qui se passe, c'est que cette dimension qui est là, ça c'est un peu complexe. Lorsqu'on a tapé 2 ici, c'est la valeur 2 qui a été enregistrée. Mais ce qui a été réellement transmis, ok? Ce qui a été réellement transmis, il y a le caractère. Lorsqu'on tape entrée, il y a ce caractère entrée là aussi qui est transmis. Donc ce caractère entrée là, il reste en mémoire. Et comme il reste en mémoire, ça fait que le prochain next line qui est là, récupère ce caractère entrée là. Et comme c'est une entrée, c'est comme si ça a été déjà validé. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Donc pour résoudre ce problème là, il va falloir, je pense qu'il va falloir, pour résoudre ça, on doit faire une next line d'abord. Un next line vide. Juste avant de lui demander d'entrer quelque chose. Donc lui là, on va dire empty the buffer. On appelle ça buffer, tout ce qui va rester, mais on va empty the buffer. Et puis on va faire encore une autre next line pour récupérer notre answer à proprement parler. Je pense que ça devrait marcher. Essayons encore voir. 3, voulez-vous entrer quelque chose? Y, voilà. Oui, donc j'ai tapé oui, mais rien ne s'est produit. Ok, donc j'ai encore un autre problème. Si je tape oui, que rien ne se produit, c'est-à-dire qu'on a la valeur de answer, mais notre condition ici dans la boucle while ne doit pas être bonne. Allons voir. Ok, ça nous ramène à un point dont j'avais parlé. J'avais parlé de ça dans la précédente vidéo. J'avais parlé de ça dans la précédente vidéo. On ne compare pas. Parce qu'un string en Java, un string c'est... comment je vais dire ça? Un string c'est une classe. Ok? String est une classe. C'est une classe. Donc tu ne peux pas comparer deux classes avec le signe d'égalité. Ok? On ne peut pas faire ça dans la plupart des programmes. Puisque les classes, lorsque tu veux faire la comparaison, ce sont des références que tu es en train de comparer. Donc les références, l'espace mémoire dans lequel c'est stocké, le code de cet espace mémoire là, ça sera toujours différent. Donc si tu fais égal, ça va jamais marcher. Donc pour comparer deux strings, on va utiliser autre chose. Donc on prend les strings, on fait point, compare tout. Voilà, donc puisque c'est une classe, le string est une classe, à l'intérieur de ce string, il y a des méthodes.
Ok, donc l'une des méthodes à l'intérieur, c'est compare to. Et donc, ça permet de comparer. On va comparer ça avec ce y qui est là. Waouh, ça me fait plaisir que on se compare to. Quelque chose coche ici. On va voir de quoi il s'est plaint. Du quoi? Type mismatch. Cannot convert from integer to bool. D'accord. D'accord. Donc ce compare tout là. Attends, je supprime ça pour qu'on voit ce qui se passe. Ce compare tout là, lui va retourner un entier. D'accord? Le compare tout va retourner un entier. On arrive à lire, je pense. L'entier qui va retourner. Attends, je crois qu'il y a ça ici. Is equal to the string or value less than equal in j'essaie de retrouver un nom pareil pour ne pas dire ce qui n'est pas vrai. D'accord, compare to return 0 exactly when the equals object method will return true. D'accord. It's based on the Unicode characteristic the characteristic sequence represented by argument. The result, okay, voici les lignes qui viennent. The result is a negative integer if a string object lexically precedes the argument string. The result is positive integer if the string object follow the argument. The result is 0 if the string are equal. Donc, si les deux sont égaux, ça va nous ramener 0 au fait. Donc, le compare tout là, il permet de comparer les deux. Mais je pense que dans notre cas, on va prendre compare. Il permet de comparer les deux chaînes et il a trois éléments qu'il ramène. Lorsque c'est inférieur, lorsqu'il ramène un nombre négatif, ça veut dire que le premier élément est inférieur. Lorsqu'il ramène un nombre positif, ça veut dire que le deuxième élément est plus grand que le premier élément. S'il ramène 0, c'est que les deux sont égaux. Donc c'est ce qui nous intéresse dans ce mode cas ici. Donc on perd tout. Donc puisqu'il ramène un entier, on ne peut pas utiliser ça dans cette boucle parce que on ne peut pas utiliser ça ici. Pourquoi? Parce que la boucle while va comparer, s'attend à ce que le résultat de l'expression soit un nombre booléen en fait. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc on a fait compare tout y comme ça et puis je dis égal à 0. Donc ça veut dire qu'effectivement les deux éléments sont égaux. Et c'est ce qui nous intéresse dans notre cas. D'accord. Je pense que vous avez pensé, maintenant je pense plus, on va tester voir. Il y a vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas pensé faire dans cette vidéo là, mais finalement. Prenons 3 encore. On nous demande ce qu'on veut reprendre. On va voir si ça marche. Y pour dire oui. Ok. Donc lorsque je tape Y, c'est comme si on me dit oui, je rentre encore dans tout ce processus de calcul là, de calculation starting, on rentre dans tout ce processus. Là, je vais demander une matrice dot supérieure 5. Et là, il me génère d'autres éléments, ok? Ouais, il m'a généré d'autres matrices. Il a fait le calcul aussi. On me demande si je vais répondre. Je tape Y. Je dis que je vais encore faire un autre calcul. D'accord? Donc, je vais encore faire un autre calcul. Cette fois-ci, je vais taper 52. Là, il me dit que je dois entrer une dimension qui est inférieure à 50. Donc, on se rappelle, on avait codé ça ici pour dire que lorsque la dimension est 50, c'est trop large au fait. Lorsque c'est plus grand qu'à 50, on n'en veut pas. On veut un truc qui est inférieur à 50. Donc, supposons qu'il essaie encore avec 67. Pareil. Donc, tant qu'il n'a pas tapé un nombre qui est inférieur à un truc, il ne va pas avancer. Il va taper 4 cette fois-ci. Voilà. Et voilà. Donc, il nous génère deux matrices. Dot 4, fait le produit, affiche le résultat. Est-ce que je vais répondre? Je tape un nombre, non, je peux taper N. Voilà, fin du programme. On est bon. Ok, ça n'a pas été le plus facile de la journée à faire, mais il y a un peu de temps, mais je crois qu'à la fin du programme, on peut juste, à la fin de cette boucle while là, on va juste faire un truc ici, à la fin de cette boucle while. On va dire merci d'avoir fait calculer un truc comme ça.
Je crois que la boucle while est finie ici. Ok. System point out point. Ah, waouh, c'est intéressant quand même. On va. Donc les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. On a fait pas mal de choses. Je vais récapituler tout à l'heure. Matrice dot 2, calcul fait. Est-ce que je vais continuer? Oui. Matrice dot 3, calcul fait. Calcul fait. Est-ce que je vais continuer? Je mets il fait un calcul. Voilà. Donc merci les gars, ça a été vraiment une aventure intéressante. On a appris pas mal de choses. On a appris à utiliser. Attends, je vais parler de ça en regardant le coup. On a fait beaucoup de choses. On a appris à utiliser l'objet arrays. Bon, finalement, on a pu travailler avec ça, a été supprimé. On a appris à utiliser l'objet scanner pour prendre les inputs, pour récupérer les valeurs qui vont saisir l'utilisateur. On s'est servi de random pour générer des valeurs à notre matrice. Donc, on a travaillé des matrices, des tableaux à 2 dimensions. On a appris comment les initialiser. On a travaillé avec des boucles, la boucle for, la boucle while. On a vu comment ça marche. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Objet random. On a créé une fonction qui nous permettait d'afficher nos matrices. On a permis de réduire plus ou moins le code. La fonction est là. Print math. On a fait quoi encore? On a créé une boucle pour faire ce calcul-là. On a imbriqué 3 boucles for. Et on a expliqué comment cela se passait pour qu'on puisse obtenir les résultats de notre matrice. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez apprécié, pas trop long. J'espère que vous avez plus ou moins aimé les explications. Vous pouvez aller en profondeur avec tous les liens que je vais mettre dans la description. Et n'hésitez pas de nous écrire si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous voulez qu'on travaille sur d'autres algos un peu plus complexes. Merci.